à tous, merci d'être avec nous sur le plateau du Morning sur i24 News. On démarre cette édition par les grands titres de la presse du Moyen-Orient. Thierry Lamar, on commence ce matin par un journal israélien qui se fait l'écho de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Et c'est un général israélien qui tire la sonnette d'alarme. Oui, une enclave palestinienne, Barbara, qui serait au bord de la catastrophe humanitaire. C'est en tout cas ce qu'a estimé le général Eitan Dangot lors de sa visite à Bruxelles la semaine dernière. Le général Dangot, c'est lui, vous le voyez, c'est le coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires palestiniens. Il était la semaine dernière l'invité de l'ambassade d'Israël en Belgique et il a rencontré des hauts responsables de la Commission européenne, mais aussi les ambassadeurs des 28 pays membres. Alors selon le journal Maariv, qui s'est procuré une copie du compte-rendu de cette visite, le général Dangot a affirmé que la bande de Gaza est tout simplement au bord de la catastrophe humanitaire, pénurie d'essence, coupures de courant à répétition qui peuvent parfois durer jusqu'à 16 heures, vous le voyez sur cette photo, égouts qui débordent, bref, cette disette d'énergie, dans l'enclave palestinienne serait, selon le haut gradé israélien, la conséquence directe de la guerre ouverte qu'a déclarée l'Égypte au Hamas et à ses tunnels de contrebande. Et puis, je vous en parlais hier, la flottille palestinienne au départ de Gaza, qui visait à briser le blocus, s'est finalement achevée sans aucun heurt avec la marine israélienne. Vous le voyez sur ces photos, une flottille qui n'a donc mené nulle part, selon le quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom, le journal qui note au passage que seuls 150 activistes ont pris part à cette courte épopée qui a réuni quelques 19 bateaux de pêcheurs palestiniens. Et on poursuit avec Binyamin Netanyahou qui se fait accuser de tous les côtés. C'était hier Ehud Olmert qui l'accusait de mettre en péril la relation avec les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est au tour de son ministre des Finances, Yair Lapid. Oui, Yair Lapid, qui, je vous le rappelle, est le chef de file du parti Yesh Atid, le principal partenaire de Binyamin Netanyahou au sein de la coalition gouvernementale. Yair Lapid a déclaré au cours d'une interview à la CNBC américaine tout simplement que la relation avec les États-Unis était le principal atout stratégique de l'État hébreu. Alors vous l'avez dit, ces déclarations interviennent alors que le Premier ministre est en déplacement à Rome, où vous le voyez, il a rencontré hier le pape François, l'occasion pour l'un des membres de haut rang de la délégation du Premier ministre, cité par le Maariv, de démentir une quelconque animosité avec Washington. Apaisé, oui, mais apaisé sans jamais relâcher la pression. Il est évident, a ajouté le responsable sous couvert d'anonymat, il est évident qu'Israël ne peut pas compter uniquement sur les Américains. Oui, a-t-il révélé, Israël s'emploie à approfondir ses relations avec la Chine et la Russie à bon entendeur. Voilà, on reviendra sur ce dossier d'autres alliances israéliennes dans la suite de cette édition. On parle à présent des services de renseignement qui sont connus pour leur créativité. Un journal israélien nous révèle ce matin une idée assez ingénieuse des renseignements israéliens. Oui, c'est-à-dire ce matin dans les colonnes du quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, l'arme très spéciale des renseignements militaires israéliens. C'est le titre de cet article et j'y apprends qu'une unité des renseignements militaires vient de recruter des bénévoles pas comme les autres. Il s'agit tout simplement d'un groupe de jeunes autistes dotés de capacités phénoménales, notamment d'une mémoire visuelle hors du commun, une mémoire et une conception de l'espace que ces jeunes prodiges mettront donc à contribution pour déchiffrer des prises de vue aériennes ou encore des images satellites. Voir plus loin, c'est donc le nom de ce projet qui s'apprête à accueillir sa deuxième session. Voir plus loin, c'est aussi le slogan d'i24 News, au passage. Voir plus loin, c'est une belle initiative. Allez, on termine par un dessin de presse dans la presse israélienne qui commente le plan Prower. On en parlait hier, ce plan qui vise à relocaliser les Bédouins du Negev. Oui, c'est une caricature signée Shlomo Cohen dans le Israël Hayom ce matin. Et ce plan Prower qui met en relief donc le choc culturel de la minorité bédouine en Israël. Une minorité qui refuse la sédentarisation forcée, contraire à ses plus profondes traditions. Sur cette image, vous le voyez, un chef de tribu bédouin qui s'entretient avec un haut fonctionnaire israélien. Mais je vous dis que cet animal n'existe pas. Mais si, lui rétorque l'administrateur, au XXIe siècle, on peut tout modifier, même leur ADN. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Et nous sommes le mardi 3 décembre. Voici les grands titres de l'actualité du jour. Bachar al-Assad a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'ONU avance l'existence de preuves qui indiquent une responsabilité au plus haut niveau du gouvernement, y compris du chef de l'État. En Ukraine, le Premier ministre dénonce pour la première fois un coup d'État. Les milliers de manifestants bloquent désormais le siège du gouvernement à Kiev, la capitale. L'opposition appelle également à la grève générale pour forcer le pouvoir à la démission.
Binyamin Netanyahou, on l'a évoqué, attaqué de tous les côtés pour sa ligne diplomatique et c'est donc au tour de son ministre des Finances de critiquer l'agressivité de son Premier ministre à l'égard des États-Unis sur le dossier iranien. Pour Yair Lapid, les Américains sont un bien stratégique pour Israël, un bien qu'il faut conserver. Et puis la pression continue de monter dans les rues de Thaïlande ce matin. La première ministre excluant de démissionner dans l'immédiat et de céder ainsi à l'ultimatum donné à son gouvernement, un ultimatum qui expire, je vous le rappelle, aujourd'hui. Enfin, l'image de ce mardi, la voici. Il s'agit d'un mini-drone élaboré par Amazon. Vous le voyez sur cette image. Dans 4 ou 5 ans, cet engin pourrait vous livrer vos livres et autres commandes faits sur le site en moins d'une demi-heure. Je sais que cela ressemble à la science-fiction, mais ce ne l'est pas, a déclaré le fondateur d'Amazon.com. Déficit budgétaire en baisse, croissance au beau fixe, la perspective de l'économie israélienne est revue à la hausse et obtient la notation A de l'agence Fitch. Pourtant, les classes moyennes peinent en Israël à finir le mois. On en parle avec notre invitée. Bonjour Élise Brésis, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie à l'université Bar-Ilan. Alors un mot d'abord sur ces bons résultats. Fitch établit donc pour Israël une perspective positive alors qu'elle n'était que stable jusqu'ici. Et relève sa note souveraine à A et A+. Tout va bien dans le meilleur des mondes? On se retrouve à A avec Fitch, on se retrouve à A+, avec Moody's et S&P. La situation court terme est bonne en Israël, elle est bonne en fait dans le monde entier. Il faut savoir aussi qu'en Europe, la Grèce et l'Espagne ont vu aussi leurs notes remonter, c'est-à-dire qu'après la grave crise 2008-2009, on se trouve actuellement dans un moment un peu meilleur. La crise est derrière nous? Cette crise-là est derrière nous, mais on aura un autre problème à plus long terme, non pas à court terme, mais plutôt long terme, c'est que la raison pour laquelle tout va très bien, c'est les liquidités. Si vous regardez la politique des États-Unis, de l'Europe et aussi d'Israël, les taux d'intérêt sont vraiment au plus bas et donc on a augmenté la liquidité. Et ce problème-là, c'est la raison pour laquelle vous voyez d'ailleurs les actions monter. Vous voyez, c'est parce que les gens finalement ont de l'argent. On pensait qu'ils allaient augmenter leur consommation beaucoup plus. Eh bien non, les gens préfèrent tout simplement acheter dans le stock market. Une intervention trop forte des banques centrales, c'est ce que vous nous dites? D'une manière probable. Vous savez que c'est ce qu'on pense à propos de Bernanke, qu'il a peut-être agi un peu trop. Mais maintenant, le problème, c'est quand vous avez agi de cette manière, comment vous allez réduire? Et on a Janet Yellen. Travailler la planche à billets, c'est possible? Ce sera obligatoire, mais la question, c'est comment vous le faites sans avoir un espèce de retour d'une certaine récession. C'est ça vraiment tout le problème. Alors un mot du déficit budgétaire en Israël. À la grande surprise, il sera inférieur à celui annoncé par le ministère des Finances lui-même. Comment Israël est parvenu à un tel exploit? C'est exact. Alors d'abord, il y a eu une politique d'augmenter les impôts. Nous avons eu la TVA qui a augmenté. Il y a eu aussi la politique de faire quelques téléphones et demander à des grandes compagnies de prendre la décision de payer leurs impôts alors qu'ils n'en étaient pas vraiment obligés. Et il y a une excellente idée de ne pas augmenter les impôts en janvier parce que, vu la situation, on se trouve effectivement avec une croissance de 3,5 qui est excellent. Enfin, quand vous regardez par rapport à l'Europe, c'est excellent. Mais ce qu'on ne prend pas en considération, c'est que la natalité, elle est de 2%. La population augmente de 2%. Donc nous nous retrouvons en fin de compte avec 1,4, 1,5, ce qui n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Et donc, la situation... Les chiffres sont biaisés? Non, les chiffres ne sont pas biaisés, mais quand on les présente, on ne les présente pas tels qu'on devrait le présenter. On ne devrait jamais présenter le taux de croissance tel qu'il est, mais le taux de croissance par population. Et notre population augmente beaucoup plus parce que nous savons très bien que le taux de fertilité en Israël est très élevé. Alors un mot du taux de chômage. Lui aussi, en Israël, il atteint son niveau le plus bas pour le mois dernier, 5,9%. Le taux de chômage en Europe, on le sait, est à son niveau le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un Européen sur 8 n'a pas de travail. En Israël, c'est un Israélien sur 17 seulement qui se retrouve sans emploi. Comment vous expliquez cette différence ?
Alors, la grande différence, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas eu le problème de l'Europe qui avait un euro trop fort pour la plupart des pays et qui a donc complètement bloqué leur économie. Nous avons quand même cette augmentation de natalité fait en sorte qu'il y ait une augmentation de la demande. Donc, c'est quelque chose de très positif. Puis, nous avons un petit secteur qui réussit très bien, c'est le secteur du high-tech. Est-ce que le vent pourrait tout de même tourner en Israël? Les dernières semaines ont été marquées par plusieurs vagues de licenciements, d'entreprises qui ferment leurs portes. Est-ce que ça va changer en Israël? Je ne pense pas. C'est-à-dire, je pense que là, vraiment, c'est du très très court terme qu'il y a certaines compagnies. C'est vrai que la Banque d'Israël pense que peut-être ça va un petit peu augmenter. Je ne pense pas que ce soit ça le problème d'Israël. Le problème d'Israël, ce n'est pas le chômage. Le problème d'Israël, c'est vraiment le problème de la productivité. Et c'est la raison pour laquelle les classes moyennes ont du mal. Alors pourquoi les classes moyennes n'en bénéficient pas de tous ces bons résultats de l'économie israélienne? Mais parce que justement, la productivité de l'économie n'est pas assez élevée. Elle se place dans des très petits secteurs qui, eux, vont très bien. Et alors, vous avez effectivement l'augmentation des classes qui ne sont pas moyennes, mais qui sont au top. Vous avez les élites qui, elles, y gagnent. Mais ça ne peut pas passer aux classes moyennes parce que notre productivité n'est pas assez élevée. Quelques chiffres, juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien où en sont les classes moyennes. Aujourd'hui, 50% de la classe moyenne a décidé cette année de ne pas aller chez le dentiste. Un tiers des classes moyennes a décidé cette année de se passer d'électricité ou d'air conditionné. Comment on est arrivé là? Oui, alors là, écoutez, ce sont des données. Sur les données, c'est toujours un problème. Ce sont des questionnaires, vous n'êtes pas toujours sûr que c'est très très fiable. On voit quand même que les familles normales où les deux parents travaillent ont du mal à finir le mois. Ont du mal à finir le mois, mais elles le finissent quand même. Et on a une impression quand même, quand vous regardez par rapport à l'Europe, vous avez l'impression que c'est un peu bloqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le taux de natalité est si bas. Les gens n'ont pas d'enfants, ayant peur pour l'avenir. Ici, les familles ont peut-être des difficultés, mais elles ont 2, 3 enfants et d'autres familles en ont même un petit peu trop. Quand vous passez le 10 enfants par famille, comment voulez-vous pouvoir finir le mois? C'est pas possible. Il y a un problème en Israël aussi quant au droit au logement. On voit que de plus en plus d'Israéliens ne seront jamais propriétaires, sans parler des critères très sévères pour les crédits immobiliers. C'est un vrai problème pour les classes moyennes. Oui, vous avez tout à fait raison, mais ça c'est vraiment ça c'est un problème qui est nouveau, qui est vraiment lié au problème monétaire du fait que les taux d'intérêt étaient trop bas et qui a eu un début de bulle qui a été quand même arrêté, mais il y en a eu un début. Ça, c'est un problème qui devrait être vu au niveau du pays, au niveau du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire, Élise Brésis, que les classes moyennes payent le prix de cette sécurité économique israélienne? Vous parlez de sécurité de la défense, c'est vrai que nous avons les dépenses de défense que d'autres pays n'ont pas. Mais je ne crois pas que ce soit ça vraiment le problème. Le problème, c'est que nous avons ici les gens ne sont pas tous avec un niveau de capital humain suffisant pour vous permettre d'avoir un niveau de productivité. Vous avez des gens, comme par exemple les ultra-orthodoxes, qui n'étudient pas du tout, qui ne savent même pas l'anglais. Comment pouvez-vous vouloir donc que l'économie continue à se développer? Il faudra là prendre des décisions certaines. C'est pour ça le court terme a l'air merveilleux. Quel genre de changement? Le moyen terme, obliger l'éducation. Obliger l'éducation. Sans ça, on n'arrivera pas à se développer. Alors, vous parliez il y a un instant de l'impôt sur le revenu que le ministère des Finances a décidé de maintenir inchangé. C'est une mesure somme toute symbolique. Ah non, pas tellement. Ça va changer sur la fiche de paye des Israéliens quelque chose? Écoutez, ça ne va pas changer puisqu'ils n'auront pas vu l'augmentation. Mais on sait que l'augmentation de l'impôt sur le revenu a des effets très négatifs sur la décision de travailler, sur aussi combien vous allez permettre aux impôts de vraiment savoir ce que vous travaillez. Donc je crois que c'était une décision très très bonne. Pour aider ces classes moyennes, le ministère des Finances n'aurait pas dû s'en prendre à la TVA plutôt. On sait que les classes moyennes croulent sous la vie chère. Oui, mais c'était pas les classes moyennes. C'est pas tellement la TVA qui pouvait aider. Je crois que justement les classes moyennes relativement ont un salaire qui est déjà relativement imposable à presque 30%. Donc le fait
de pouvoir baisser de 2%, parce que ça devait augmenter de 2%, le fait que ce sera baissé de 2%, ça me paraît une décision très bonne. Alors pour vous, par rapport même aux pays européens, entre laisser-faire et interventionnisme, Israël a fait le bon choix ? Je crois qu'Israël se trouve dans une bonne... les décisions sont bonnes. Quand vous regardez, surtout par rapport à la France, alors là, vous savez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez très bien l'interventionnisme à chaque moment, le fait que ça bloque complètement l'économie. On se trouve ici avec une position beaucoup plus libérale. On a des problèmes, c'est évident. Il suffit de voyager en Israël pour comprendre le fait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Les autoroutes sont vraiment, à certaines heures, complètement bouchées. Il faudrait beaucoup plus de trains, il faudrait investir plus. C'est vrai. Mais en fait, il faut regarder d'où on est parti. Et donc, de ce point de vue-là, je suis optimiste. D'un autre côté, ce qui me fait très peur, c'est le capital humain. Merci beaucoup, Élise Brézis. À suivre, si la Russie perd l'Ukraine, elle perd la tête, c'est ce que disait Lénine, et Vladimir Poutine l'a bien compris. Kiev est écartelé entre la Russie et l'Europe. On y revient après un nouveau journal. C'est sur le plateau du Morning, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est l'heure tout de suite de jeter un coup d'œil sur les grands titres de la presse internationale. Rebecca Benou, on ouvre cette revue de presse évidemment avec les manifestations des pro-européens en Ukraine qui n'en finissent pas. Oui, alors ce sont désormais des barricades, Barbara, que l'on érige sur la place de l'Indépendance à Kiev. Alors sur cette photo que vous allez voir s'afficher sur votre écran, à la une du New York Times ce matin, eh bien sur cette photo on voit un prêtre orthodoxe assis sur un banc près de ces barricades, prêt à manifester. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles déclarations d'amour à l'Union européenne en Ukraine. Et alors là, c'est une déclaration d'amour qui se mue en mouvement de masse. Un mouvement qui dépasse même en termes d'ampleur celui de la Révolution orange de 2004, puisque dimanche, il a réuni près d'1 million de personnes. Alors 1 million de personnes qui réclament le départ du président ukrainien Yanukovych, mais aussi la reprise des négociations avec l'Union européenne. Le quotidien conclut en disant que si l'état d'urgence n'a pas encore été déclaré, eh bien cette option n'a pas totalement été écartée par les autorités, puisque les manifestations sont appelées à continuer. Voilà, on reviendra sur cette situation en Ukraine dans quelques instants. On passe désormais à la Russie, où un livre sur la vie de Vladimir Poutine fait polémique. Oui, c'est à la une du site allemand Der Spiegel, en anglais, que l'on retrouve un décryptage de ce livre. Le livre s'intitule « Toute la vérité sur Vladimir Poutine » et c'est un portrait très peu flatteur du président russe. Alors, il a été écrit par le journaliste politique Stanislav Belkovski, qui est l'une des grandes plumes d'un tabloïd moscovite. Et ce livre ne fait que placer Vladimir Poutine sur le divan pour une petite analyse. Alors, il raconte que le président russe a eu une enfance difficile, qu'il a eu un père alcoolique qu'il a très peu connu. Toute sa vie, Vladimir Poutine aurait cherché à avoir une famille de substitution, un père qu'il aurait cherché à travers la personne de Boris Yeltsin, ou encore un frère à travers la personne de Roman Abramovich, cet oligarque russe. Mais le journaliste ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Selon lui, les meilleurs amis du président russe ne sont autres que ses propres animaux domestiques. Et côté vie privée, il dit que le président russe a bel et bien des tendances homosexuelles. Alors le Der Spiegel a passé le livre au peigne fin et conclut que la frontière entre réalité et fiction dans ce livre est plutôt mince, que le journaliste n'apporte pas assez de preuves pour avancer ce qu'il dit. Alors, ces révélations ont évidemment été rejetées violemment par le Kremlin. Résultat, le journaliste craint pour sa sécurité et ne se déplace à Moscou que sous surveillance, que sous haute sécurité. Et on le comprend. On part maintenant direction la Chine, où s'est rendu le Premier ministre britannique, David Cameron. Objectif, renforcer les liens économiques entre les deux pays. Tout à fait. Alors, c'est une véritable lune de miel entre la Chine et la Grande-Bretagne cette semaine. D'après cet article que j'ai trouvé dans le China Daily ce matin, David Cameron se présente comme le grand défenseur de la Chine et des intérêts chinois en Europe. Une relation qui pourrait prendre la forme d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Chine.
Alors pour David Cameron, la montée en puissance du pays est l'un des grands événements de notre temps. Il la voit comme une opportunité, pas seulement pour le peuple chinois, mais aussi pour la Grande-Bretagne et pour le monde entier. Alors pendant cette visite, pas question d'évoquer les droits de l'homme. Ici, on ne parle que business. Sa priorité est la coopération dans l'énergie nucléaire et aussi dans la construction de rails pour les trains à haute vitesse. Alors ce qu'il faut savoir, Barbara, c'est qu'il n'y a pas longtemps, donc au mois d'octobre, la Grande-Bretagne a signé un contrat de 26 milliards de dollars avec 2 entreprises chinoises et EDF pour construire d'ici une dizaine d'années sa première centrale nucléaire. Voilà, le monde qui continue de faire les yeux doux à la Chine. Et pour terminer cette revue de presse, Rebecca, vous voulez nous parler d'une entreprise française, fabricant de détergents, qui a mis sur le marché un produit avec un nom subversif, mal choisi. C'est le moins qu'on puisse dire parce que là, on va parler d'un produit qui s'intitule le Cyclone B. Alors, Barbara s'est pas sans rappeler le nom d'un poison utilisé par les nazis dans les chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale, qui lui s'appelait le Zyklon B. Alors, d'après le Times of Israel, l'ironie de l'histoire, c'est que ce détergent servait à nettoyer les locaux du Parlement européen. L'entreprise en question, qui est basée à Brest, a réagi aux nombreuses plaintes en disant qu'elle n'était pas consciente à l'époque de cette ressemblance entre les deux noms. Elle dit avoir pris conscience maintenant du problème et travaille à trouver une solution. Voilà, et on reviendra sur cette affaire lors de la revue web. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous. À demain. Et nous sommes le mardi 3 décembre. Voici les grands titres de l'actualité. Bachar al-Assad a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'ONU avance l'existence de preuves qui indiquent une responsabilité au plus haut niveau du gouvernement, y compris du chef de l'État. En Ukraine, le Premier ministre dénonce pour la première fois un coup d'État. Les milliers de manifestants bloquent désormais le siège du gouvernement à Kiev et l'opposition appelle à la grève générale pour forcer le pouvoir à la démission. Binyamin Netanyahou attaqué de tous les côtés pour sa ligne diplomatique et c'est au tour de son ministre des Finances de critiquer l'agressivité de son Premier ministre à l'égard des États-Unis sur le dossier iranien. Pour Yair Lapid, les Américains sont un bien stratégique pour Israël, un bien qu'il faut à tout prix conserver. Et puis la pression continue de monter dans les rues de Thaïlande ce matin. La première ministre excluant de démissionner dans les médias et de céder ainsi à l'ultimatum donné à son gouvernement. Un ultimatum qui expire, je vous le rappelle, aujourd'hui. Enfin, l'image du jour, la voici. Il s'agit d'un mini-drone élaboré par Amazon. Dans 4 ou 5 ans, eh bien, cet engin pourrait vous livrer vos livres et autres commandes faits sur le site en moins d'une demi-heure. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais ça ne l'est pas, a déclaré le fondateur d'Amazon.com. En refusant de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, le président ukrainien a plongé son pays au bord de la guerre civile. Les militants pro-européens ont investi le cœur de Kiev et semblent bien décidés à y rester tant que le gouvernement n'annonce pas sa démission. Le point en image et on en parle juste après. L'opposition ukrainienne s'en prend désormais au symbole du pouvoir. Plus de 2000 manifestants bloquaient ce lundi le siège du gouvernement après avoir passé la nuit dans le centre de Kiev. Leur revendication est toujours la même, ils exigent le départ du président Yanukovych. Je suis contre les autorités, je suis contre notre président criminel. À la télévision, ils disent qu'on a un salaire de près de 400 $, mais moi je peux vous dire que personne n'a ce salaire. Dans les provinces, les gens meurent de faim. Dimanche, ils étaient 100 000 à être rassemblés place de l'Indépendance à Kiev. C'est la plus forte mobilisation depuis la révolution orange de 2004. Déterminés à renverser le régime, les manifestants ont réussi à prendre le contrôle des locaux de la mairie dimanche en fin d'après-midi. En marge de la manifestation, des incidents ont éclaté et ont provoqué des centaines de blessés. Ces affrontements sont survenus devant le siège de l'administration présidentielle. L'opposition, elle, se défend de tout lien avec ces personnes et accuse le pouvoir de manipulation. Cette provocation a été organisée par des casseurs qui ont été payés par l'administration présidentielle pour mettre en scène l'attaque de la présidence afin d'inciter les députés à déclarer la situation d'urgence. Le gouvernement a démenti ce lundi les rumeurs selon lesquelles l'instauration de l'état d'urgence était envisagée. Et on fait le point de la situation en Ukraine avec Vladimir Fedorovski, ancien diplomate et écrivain d'origine ukrainienne. Merci d'être avec nous. Alors l'Ukraine a plus à perdre, à tourner le dos à la Russie qu'à l'Union européenne. Est-ce que c'est un choix de pur intérêt ?
Vous savez, on peut voir le choix entre les deux. Dans la réalité, c'est une affaire qui a été très mal gérée, à la fois par l'Union européenne et par la Russie. La crise ukrainienne, c'est une crise majeure dans le centre de l'Europe, et je pense que la déstabilisation en Ukraine, ce n'est pas dans l'intérêt ni des Ukrainiens, ni des autres. Évidemment, ça a commencé par l'affaire de post-communistes, quand on a joué l'affaiblissement de la Russie. Vous vous souvenez, il y avait une théorie de la cordon sanitaire autour de la Russie où l'Ukraine devait jouer un rôle majeur. Autrefois, je parle dans l'affaire post-communiste. Après, c'est venu Poutine avec son esprit nationaliste, etc. Il a essayé, dans la réalité, de reconstituer en quelque sorte, du moins économiquement, l'ancienne Union soviétique. Mais c'est une crise très, très, très grave. Et si on ne trouve pas une sorte d'équilibre intérêt, si on joue la confrontation, c'est quelque chose de très, très grave. Évidemment, l'intérêt de l'Ukraine, c'est de se rapprocher de l'Union européenne, mais il faut le faire d'une manière subtile, mais surtout en évitant la crise majeure qui se passe devant nos yeux. Alors, cette crise, elle va se finir comment? Les militants semblent bien décidés à poursuivre leur siège. Qui va plier dans ce bras de fer? Ce n'est pas une affaire de plier. Bien sûr, on peut jouer les uns contre les autres. Mais l'affaire est très, très grave pour moi. Moi, j'ai soutenu toujours les démocrates ukrainiens et évidemment, là-bas, il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Mais dans le contexte actuel, jouer vraiment la confrontation, c'est une erreur majeure. Parce que l'Ukraine a besoin vraiment d'une sorte de sérénité pour se rapprocher de l'Union européenne d'une part, et d'autre part pour trouver les rapports normaux avec la Russie, j'espère démocratique, de demain. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski d'avoir été avec nous ce matin. Bonjour Virginie Khalifa, il y a des bruits sur le plateau. Alors vous êtes venue nous parler ce matin d'une série israélienne qui fait ses premiers pas à Hollywood. Effectivement, il s'agit de la série Prime Minister's Children, les enfants du Premier ministre en français, une série de télévision coécrite par la petite fille d'Yitzhak Rabin. Elle est inspirée de faits réels, c'est ce qui fait toute son authenticité. Elle vient d'être vendue au CW Network et sera réécrite par Nathalie Krinsky, une américaine d'origine israélienne. C'est notamment l'auteur des séries Gossip Girl et Grey's Anatomy. Alors, après la série Homeland, qu'on connaît tous, qui a été reprise de la série israélienne Khatoufim, c'est au tour de Prime Minister's Children de faire le tour du monde. C'est donc une série israélienne rachetée par des Américains, réadaptée pour un public international. La version américaine sera produite par Sarah Timberman, dont la boîte de production s'appelle Beverly Production, qui a produit entre autres Masters of Sex et bien d'autres séries. Cette série israélienne a été créée par Shahar Magen et Noah Rothman, la petite fille d'Yitzhak Rabin. Elle a été lancée au mois de mai de l'année 2012 en Israël et après un très grand succès, elle vient de lancer cette année sa deuxième saison. Et on y voit quoi dans cette série ? Alors, on y voit quoi? Comme le dit son nom, cette série suit la famille du Premier ministre. Dans la série, il s'appelle Shaul Agmon. Il est joué par l'acteur israélien Rami Eberger. En fait, tout est axé autour de ce personnage, de sa femme et de ses deux enfants, dont la vie va complètement basculer le jour où ils entrent dans la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Alors, Sarah Timberman a déclaré à la presse que ça a été pour elle un véritable pari de pouvoir présenter la vie d'une telle famille. Toute une investigation a été faite. Beaucoup de recherches ont été faites aussi en amont pour pouvoir retransmettre au mieux ce qui se passe dans la réalité. Et si les États-Unis misent gros sur cette série, c'est parce qu'il existe une forte ressemblance entre la vie d'une famille israélienne et celle d'une famille américaine impliquée aujourd'hui dans la politique. Alors vous l'avez dit, une équipe impliquée dans ce projet. Quelles sont les réactions de ces équipes ? Elles sont très positives. Dans la plupart des discours livrés à la presse, la production et les équipes de tournage se disent heureux de pouvoir reprendre un tel projet. Adam Berkovitch du CIA a déclaré être ravi de pouvoir reprendre cette excellente série israélienne pour laquelle il réserve une entrée
fulgurante, c'est ce qu'il dit, sur le marché américain. Son envie est tout de même de rester le plus proche possible de la version israélienne, qui elle aussi a été un grand succès dans le pays. L'auteure Nathalie Krinsky, elle, est honorée de pouvoir participer à ce projet. Ce n'est pas pour rien, puisqu'elle est très attachée à Israël. C'est le pays où ses parents sont nés. Le réalisateur, lui, de la version originale, Mirit Touvi, il est israélien. Il est très excité aussi par cette nouvelle aventure. Cette série est, selon lui, une des plus honnêtes qu'il considère aussi avec un maximum de faits réels à l'intérieur. Voilà pour cette série israélienne donc rachetée à Hollywood. Et on termine par des nouvelles, Virginie, de Charles Aznavour. Il était en Israël il y a quelques jours. Effectivement. Et ça lui a plu? Alors, ça lui a énormément plu. Il était en Israël la semaine dernière à Tel Aviv, au Nokia Arena, devant un public d'à peu près 1000 personnes et qui était heureuse de pouvoir l'accueillir. Il a tellement aimé le pays, il a tellement aimé son concert et l'accueil qu'il a reçu en Israël qu'il a décidé officiellement de revenir le 15 mars prochain, même endroit, même heure, donc au Nokia Arena à Tel Aviv. Je vous propose de voir tout de suite un extrait de sa conférence de presse. Si je viens, c'est que je veux bien venir et que j'aime bien venir ici. Je ne vais pas vous raconter des histoires grandioses et belles, ce qui ne veulent rien dire. Je viens, c'est tout. Au début, j'avais dit, si je vais en Israël, je veux aller aussi en Palestine. Ça ne s'est pas arrangé avec la Palestine. Je suis venu seulement en Israël. Et comme je savais que c'était une chose pour la paix, je trouvais ça beaucoup plus important. D'abord, je crois que ce que j'écris intéresse mon public. Ensuite, je ne suis pas différent de mon public. Je suis beaucoup plus disponible que les vedettes que l'on rencontre habituellement et qui sont des stars. Voilà, Charles Aznavour qui revient donc on a du mal ce matin. en Israël le 15 mars. On se quitte avec une chanson d'Aznavour que vous avez choisie pour nous? Évidemment. Allez, on écoute. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde. Merci Virginie. À suivre après un nouveau journal, Binyamin Netanyahou attaqué de tous les côtés pour sa ligne diplomatique et le froid qu'il a installé avec les États-Unis. Et une vraie question se pose désormais, est-ce qu'Israël se cherche de nouveaux alliés? On fait le point avec notre analyse politique juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning sur i24 News. Si vous nous rejoignez, bienvenue. On poursuit avec un autre titre de l'actualité de ce mardi. C'est un nouveau projet du gouvernement israélien. Il concerne la Galilée et il fait polémique. Cyril Amar, dites-nous tout. Bonjour à tous. Eh bien, ce sont des révélations du quotidien de gauche israélien Haaretz qui, dans son édition de dimanche, donc, nous apprend l'existence d'un projet du gouvernement israélien visant à judaïser la Galilée. Alors, l'objectif du gouvernement israélien, eh bien, c'est tout simplement de créer un équilibre démographique, avec la population arabe qui habite dans cette région, donc du nord d'Israël. Une population arabe qui est en nette majorité dans cette région. Vous le voyez sur cette infographie signée Raphaël Cohen sur les zones en vert foncé. Vous voyez donc en Galilée, dans le nord d'Israël, vivent une population arabe à majorité de 75% et en vert clair. Et les Arabes israéliens constituent dans cette région entre 50 et 75% de la population locale. Donc l'objectif déclaré du gouvernement, c'est tout simplement d'encourager l'installation en plein cœur de la Galilée de 100 000 nouveaux habitants juifs dans cette région. Alors comment le cabinet va-t-il s'y prendre? Eh bien, il a l'intention, vous allez le voir sur cette deuxième infographie, il a l'intention de créer 4 nouvelles localités juives, Issachar, Harouv, on le voit, Shibolet, Ramat Arbel, en plein cœur de la Galilée, dans les zones les plus denses de population arabe, pour essayer de briser un petit peu la contiguïté territoriale de cette zone.
et également en élargissant des localités juives qui existent déjà dans cette région et qui vont accueillir de nouveaux habitants juifs. Alors on pourrait hurler au loup, dire que c'est un gouvernement de droite qui prend cette mesure, mais en réalité c'est un projet qui n'a rien de nouveau. Il s'emploie tout simplement à relancer un vieux projet qui s'appelait le plan Mitzpin dans les années 80 et qui avait vu naître 26 nouvelles localités juives en Galilée, mais qui n'avait pas réussi donc à modifier véritablement l'équilibre démographique. Un nouveau tabou que vient de briser ce gouvernement. Non, on peut dire que continuellement, depuis la création de l'État, la population juive israélienne se livre à une véritable bataille avec la population arabe, une bataille de la démographie. Et on sait que cette région donc, est nettement en défaveur des Juifs. On se souvient même qu'en 2005, à l'époque où Shimon Peres était vice-ministre, il avait conduit également un projet de judaïsation de la Galilée. Dror, un mot sur le sujet. Bonjour Barbara, bonjour Cyril. L'enjeu, c'est pas simplement de rétablir une balance démographique dans le nord du pays, mais aussi de faire en sorte que la population israélienne soit plus dispersée sur l'ensemble du territoire. Parce ça passe du centre à la périphérie. Voilà, exactement. Il y a un véritable problème où la très grande majorité des Israéliens vivent sur une zone assez réduite finalement, la zone, ce qu'on appelle la bande côtière en fait, entre, pour aller vite, Guédera au sud et Haïfa au nord. Quasiment tous les Israéliens sont concentrés dans cette zone, ce qui crée des problèmes effectivement des problèmes de pollution, des problèmes de surpopulation dans certaines zones. Et puis l'enjeu, c'est de développer économiquement aussi la Galilée qui est un peu en retard par rapport au centre. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces efforts de relocalisation, on sait que l'armée israélienne va relocaliser certaines de ses bases qui se situent au centre dans la région du sud, cette fois-ci dans le Negev, pour créer de nouveaux emplois et développer la région comme le souhaitait David Ben Gurion. La presse israélienne, Cyril, elle se crie au scandale, elle aussi, sur ce projet en Galilée ? Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le même journal qui a révélé l'existence de ce projet, on trouve deux éditos parfaitement contraires. Le premier que j'ai sélectionné pour vous, c'est l'édito principal du Haaretz qui fustige lui, cette décision, une décision qu'il assimile à du racisme, un projet que le journal appelle à invalider sans délai. Majorité juive ou majorité arabe, écrit le journal. Quelle est l'importance dès lors que tous sont des citoyens israéliens privilégier une population aux dépens d'une autre? Cela s'appelle tout simplement du racisme. Et puis une autre tribune dans les mêmes colonnes du journal. Elle est signée cette fois-ci Shmuel Eliaou. Shmuel Eliaou, c'est le rabbin de la ville de Safed, donc en Galilée. Il est donc très concerné. Pour lui, la judaïsation de la Galilée, ce n'est pas du racisme, mais au contraire, c'est du sionisme, une mesure qui vise à protéger le caractère juif de l'État d'Israël, le seul État que possèdent les Juifs, alors que l'Atlas, on le sait, compte 22 États arabes. Voilà, Barbara. Donc Israël, État juif et démocratique, pour certains, ce sont des valeurs ou des termes qui sont compatibles. Pour d'autres, ça restera un oxymore à jamais. C'est un projet qui doit encore être approuvé par la Knesset ou le plan va rentrer en application ? Non, c'est encore un projet qui est en discussion auprès du département de l'implantation de l'organisation sioniste. Merci beaucoup, Cyril, à demain. À demain. Nous sommes le mardi 3 décembre, voici les grands titres de l'actualité. Bachar al-Assad a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'ONU avance l'existence de preuves qui indiquent une responsabilité au plus haut niveau du gouvernement, y compris donc du chef de l'État syrien. Et puis en Ukraine, le Premier ministre évoque pour la première fois un coup d'État. Les milliers de manifestants bloquent désormais le siège du gouvernement à Kiev. L'opposition appelle également à la grève générale pour forcer le pouvoir à la démission. Binyamin Netanyahou, on va en parler dans un instant, attaqué de tous les côtés pour sa ligne diplomatique et c'est au tour de son ministre des Finances de critiquer l'agressivité de son Premier ministre à l'égard des États-Unis sur le dossier iranien. Pour Yair Lapid, les Américains sont un bien stratégique pour Israël, un bien qu'il faut à tout prix conserver. Et puis la pression continue de monter dans les rues de Thaïlande ce matin. La première ministre excluant de démissionner dans l'immédiat et de céder ainsi à l'ultimatum donné à son gouvernement. Un ultimatum qui expire, je vous le rappelle, aujourd'hui. Enfin, l'image de ce mardi, la voici. Il s'agit d'un mini-drone élaboré par Amazon. Dans 4 ou 5 ans, cet engin pourrait vous livrer vos livres et autres commandes faits sur le site en moins d'une demi-heure jusqu'à la porte de votre maison. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais ça ne l'est pas, déclaré le fondateur d'Amazon.com. Et on ouvre un volet diplomatique à présent. Le Premier ministre israélien est rentré ce matin d'un voyage officiel de 2 jours en Italie. Un des temps forts de cette visite, l'audience qu'il a reçue avec le pape François au Vatican. Éléonore Veil. C'est une rencontre éclair.
25 minutes seulement pour ce premier entretien entre Benyamin Netanyahou et le pape François. Alors que le Premier ministre israélien était reçu lundi matin dans les locaux du Vatican, il a évoqué l'héritage commun entre juifs et chrétiens et a même offert au pape la traduction en espagnol de l'œuvre de son père, un historien décédé l'année dernière, sur le rôle de soutien des catholiques aux juifs pendant l'Inquisition. Côté israélien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Énergie et des hauts gradés de l'armée faisaient partie du voyage, ainsi que l'épouse du chef du gouvernement. L'entretien a été décrit comme sobre, presque morose, selon certains journalistes présents. Au programme, les relations bilatérales, mais aussi le processus de paix israélo-palestinien, à l'issue duquel le pape espère voir aboutir une solution juste et durable dans le respect des droits des deux parties. Deuxième rencontre, non moins importante, avec son homologue italien Enrico Letta, au cours duquel le dossier nucléaire iranien était une des priorités. Si ces négociations continuent et que le régime des sanctions s'effondre, cela va marquer la fin d'une opportunité, celle de parvenir à un accord pacifique pour régler la question du programme nucléaire iranien. Et nous devons y mettre fin, mais nous voudrions et nous préférerions une solution diplomatique négociée. Et c'est pour cela que le régime des sanctions doit être maintenu et nous ne devrions pas être satisfaits par ce théâtre politique. Nous voulons de la substance. Avec le gouvernement italien, la signature d'une dizaine d'accords était aussi prévue. Quant à la visite très attendue du pape François, pas encore de date officielle, mais il pourrait bien se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens en mai prochain. Benyamin Netanyahou est donc rentré d'Italie, un voyage pendant lequel il s'est fait attaquer un peu de tous les côtés ici, depuis Israël, attaqué sur sa ligne diplomatique et le froid qu'il a installé avec Washington. On en parle avec vous, Dror Even-Sapir, analyste politique d'i24 News. Bonjour. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors, l'éventuel isolement d'Israël sur la scène internationale, c'est le mot que tout le monde a à la bouche en ce moment en Israël. Oui, effectivement, avec un Benyamin Netanyahou qui persiste dans son attitude très ferme contre l'accord signé à Genève entre les grandes puissances et l'Iran et contre l'attitude des Américains. Et les Américains qui s'étonnent tout à fait verbalement et ouvertement de cette fermeté israélienne. Et là, dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, eh bien, on a répondu à la chose suivante très récemment, hier. À quoi les Américains s'attendent-ils? Le régime des sanctions contre l'Iran est en train de s'écrouler. Vous savez qu'effectivement, les grandes sociétés internationales font la queue pour obtenir des parts de marché avec l'Iran, puisque le régime des sanctions n'est plus ce qu'il était. Alors à quoi s'attendent les Américains, dit-on dans l'entourage de Benyamin Netanyahou? À ce que nous leur envoyons peut-être un bouquet de fleurs pour les remercier de cet écoulement des régimes des sanctions? Donc on voit, Barbara, que le ton reste très rude dans l'entourage du Premier ministre et puis son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui appelle à ce que Israël recherche de nouveaux alliés. Pas à la place des États-Unis, mais peut-être des nouveaux alliés qui pourraient compenser cet affaiblissement reconnu par Avigdor Lieberman lui-même des relations entre Washington et Jérusalem. Voilà, une phrase surprenante. Qui pourraient être ces nouveaux alliés dont parle Avigdor Lieberman? Alors, si on a à l'esprit les inclinaisons, disons personnelles d'Avigdor Lieberman, on peut penser aux pays d'Europe orientale, aux anciens satellites de l'ancienne Union soviétique, des pays dans lesquels Avigdor Lieberman entretient encore des relations assez étroites. On peut penser également à la Chine, à la Russie, mais ce sont des alliés potentiels qui pourraient être problématiques, d'une part parce que la Chine et la Russie sont encore plus proches de l'Iran que n'est les États-Unis, bien évidemment, et puis d'autre part, si on se place là dans une perspective peut-être même un petit peu plus profonde, peut-être de civilisation politique ou de pensée politique même, est-ce que véritablement Israël a à gagner à se rapprocher de régimes qui sont semi-démocratiques dans le cas de la Russie ou encore dictatoriaux dans le cas de la Chine? Est-ce qu'Israël n'a pas intérêt à renforcer ses liens plutôt avec la civilisation et le monde démocratique encore représenté en grande majorité par les États-Unis et par l'Union européenne? Pourtant, Avigdor Lieberman n'a pas toujours été aussi catégorique sur ces nouvelles alliances et sur ce froid avec Washington. C'est un fait nouveau. C'est ce qui est surprenant avec Avigdor Lieberman, mais vous savez, on a l'habitude de dire que ce serait surprenant qu'Avigdor Lieberman ne nous surprenne pas. Parce que je rappelle, Barbara, que son premier discours, après son retour à la tête de la diplomatie israélienne, il y a quelques semaines consécutifs à son acquittement devant la justice israélienne, il a donné un discours, comme c'est d'usage,
visage devant les hauts fonctionnaires de son ministère en disant qu'il fallait au contraire ne pas brûler les ponts entre Israël et les Américains. C'était il y a quelques semaines à peine. Et là, son discours a radicalement changé. Il faut dire aussi que Lieberman adopte de plus en plus une position rude, dure. Là, contrairement encore une fois à la première impression qu'il avait donnée à son retour à la tête de la diplomatie israélienne, également dans l'axe donc israélo-américain, mais aussi sur l'axe israélo-européen, puisque vous vous souvenez de cette affaire Horizon 2020, un compromis a été trouvé entre Israël et l'Union européenne. Un compromis de dernière minute pour favoriser, pour rendre possible la participation israélienne à cet accord de coopération scientifique, crucial pour l'économie israélienne, crucial pour la recherche scientifique en Israël, mais Avigdor Lieberman était partisan de la ligne dure. Il voulait tout simplement qu'Israël ne signe pas l'accord avec Horizon 2020 et ne cherche pas un compromis qui a finalement été trouvé, Barbara. Mais en Israël, tout le monde n'est pas d'accord avec le chef de la diplomatie et ce froid avec Washington déplaît à de nombreux représentants de la classe politique israélienne. Premier exemple, hier, le ministre des Finances qui s'est exprimé sur une télévision américaine justement hier et qui a rappelé que l'alliance entre Israël et les États-Unis était le bien le plus précieux pour... on voit hier Lapid était le bien le plus précieux pour Israël. Même s'il y avait des désaccords, il fallait préserver cette alliance à tout prix. Et puis, plus sévère peut-être, Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre. Vous savez, c'est intéressant d'ailleurs. Yair Lapid et Ehud Olmert sont proches, ce sont des amis personnels. On va peut-être écouter Ehud Olmert qui a été très très sévère. On n'a pas Ehud Olmert. Par contre, Benjamin Netanyahou a répondu aux attaques d'Ehud Olmert. Alors, il faut dire que Olmert, pour résumer, puisqu'on n'a pas sa phrase, il a dit que Benjamin Netanyahou, il a été très loin. Olmert, il a dit que Benjamin Netanyahou avait déclaré la guerre aux États-Unis. La réponse de Benjamin Netanyahou tout de suite. Contrairement à d'autres, quand je vois que les intérêts vitaux sécuritaires des citoyens d'Israël sont en danger, je ne resterai pas silencieux. Il est très facile de se taire. Il est très facile de recevoir une tape sur l'épaule de la communauté internationale, de courber la tête, mais je me suis engagé à assurer la sécurité de mon peuple. Je me suis engagé à l'avenir de mon État et à la différence du passé, nous avons une voix forte et claire à l'égard de la communauté internationale et nous allons la faire entendre à temps afin d'avertir du danger. Je voudrais dissiper toute illusion. L'Iran aspire à obtenir une bombe atomique. Elle menace non seulement Israël, mais aussi l'Italie, l'Europe et le monde entier. Voilà, Benjamin Netanyahou, droit dans ses bottes, peu impressionné par la critique. Oui, un ton très, très, très solennel. Et puis peut-être qu'il pourrait être renforcé par les résultats d'un sondage qui vient de paraître. 49% des Israéliens juifs sont en faveur effectivement de cette option de la recherche de nouveaux alliés. 45% ils sont opposés, donc une toute petite majorité. Mais 70% tout de même des juifs israéliens pensent qu'Israël ne pourra pas trouver des alliés supplémentaires ou des alliés qui pourraient compenser cette dégradation dans les relations entre Israël et les États-Unis. Un suicide pour Israël. Shimon Peres a son avis sur la question. Shimon Peres a son avis sur la question. Il est plutôt en faveur évidemment du maintien des relations entre Israël et le monde occidental, les États-Unis et l'Europe. Et puis si on a le temps très rapidement, on vient de l'apprendre. Il y a hier, le Yedot Achronot, un journal israélien, nous révélait que Shimon Peres s'était exprimé il y a 2 semaines en vidéoconférence devant un parterre de responsables politiques de tout premier plan des monarchies arabes du Golfe. Un discours qui portait sur l'Iran principalement et un discours qui a été apprécié, peut-être même d'après les révélations de la presse, applaudi. C'est nouveau. Voilà, des nouveaux alliés également que cherche Shimon Peres. Merci beaucoup Dror, merci beaucoup Cyril. À suivre, les Israéliens ont trouvé le dernier moyen à la mode de faire de l'exercice. Fini le step, fini le spinning. Bienvenue à la course en escalier, de préférence dans un gratte-ciel de Tel Aviv. Voilà à quoi ça ressemble, d'autres images et toutes les explications après un nouveau journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On poursuit avec l'actualité. C'est sur Internet également, tous les jours. Et c'est la revue du web. Freddy Saada, bonjour. Bonjour Barbara. Alors la star du web, ce matin, c'est incontestablement ce mini-drone livreur d'Amazon. C'est même l'image du jour, du morning. Et c'est la nouvelle star du net.
Le drone présenté hier et qui promet donc de livrer en 30 minutes les clients du géant de la vente en ligne n'en finit pas de faire réagir les internautes. Alors je vous ai sélectionné quelques réactions parmi les milliers postées hier partout dans le monde, mais avant, la preuve finalement que c'est un vrai phénomène Internet, c'est que le drone a déjà son propre compte Twitter. Qui a été créé par Amazon lui-même? Pas du tout, ce sont des comptes parodiques, hein. On peut y lire son quotidien, des messages plutôt drôles qui sont destinés à ses potentiels clients d'Amazon. C'est vrai que finalement le service arrivera que dans quelques années. Alors on parle d'un compte parodique, un drone qui inspire les internautes énormément sur Twitter. Il y a eu vraiment des milliers de réactions hier, donc le coup de com' était vraiment réussi. R.L. Stine estime qu'il livrera aujourd'hui ses tweets par drone, tout simplement. Ou encore cette photo d'une livraison ratée d'une Xbox One, la nouvelle console de Microsoft qui est arrivée donc sur un toit. Les célèbres tweetos n'importe quoi, lui est plutôt sceptique. Pour lui, les drones d'Amazon, ça ne marchera jamais. Ça fait 12 ans que l'armée américaine les teste au Pakistan et il se trompe encore d'adresse. Freddy, lui, pense aux emplois que cela peut mettre en danger et il tweete cette info à prendre au conditionnel. Barbara, suite à l'annonce des drones livreurs, les syndicats de cigognes préparent une réunion de crise. S'ils livrent les bébés, ce sera la fin. Plus sérieusement, le tweetos Adol nous rappelle que cela n'est pas tant une nouveauté que ça. Il renvoie les tweetos à un article du site gizmodo.fr qui nous dit que dans une prison de Géorgie, les drones sont déjà utilisés pour livrer illégalement des cigarettes et des téléphones. Donc est-ce que cette invention vous effraie, Barbara? Pas spécialement, non. Bon, alors voici une image aussi mignonne qu'effrayante. Regardez ce à quoi pourrait ressembler la lettre au Père Noël de votre fils. Cher Père Noël, comment vas-tu? Je vais bien, voici ma liste pour Noël, suivie d'un lien vers Amazon. C'est l'avenir, c'est le futur. C'est ça. Alors on le voit, ça fait le buzz, tout le monde en parle. Johan Waki, vous décryptez pour nous les tendances. C'est un coup de com' de génie. C'est un coup de com' de génie. Il faut savoir que Amazon a économisé à peu près 3 millions de dollars en communication, juste en annonçant la livraison par le drone. Ça lui a rien coûté. Ça lui a rien coûté, le drone n'est pas encore en place. Rudy, on poursuit avec Internet ce matin et Twitter qui réagit à cette affaire, une erreur de communication, là pour le coup, d'une marque de détergents français. Oui, il s'agit du fabricant de produits d'entretien d'hygiène IPC. Il fabrique des détergents naturels et non polluants. Jusque-là, tout va bien, sauf que lors d'une réunion marketing, on a eu la mauvaise idée de baptiser le nouveau produit Cyclone B. Le nom Cyclone B est tristement associé à celui du gaz utilisé par les nazis lors de la Shoah, le Zyklon B, qui était, rappelons-le, donc diffusé dans les chambres à gaz. Évidemment, cette information a beaucoup été reprise, pas forcément commentée, mais beaucoup reprise sur Twitter, et ce, à travers le monde. Sergio Cohen, par exemple, il est tweetos chilien, il nous dit sans ironie que les dirigeants d'IPC sont des génies du marketing. Jonathan Schanzer imagine les réunions marketing avec cette fausse citation d'un créatif désormais viré selon lui. Cyclone B, un nom accrocheur pour notre produit. Alors la direction de cette entreprise a réagi? Évidemment, elle ne pouvait pas faire autrement et première mesure, donc c'est de changer au plus vite le nom de toute la gamme. Comme le dit ce tweet de l'américaine Stella Pollard, les officiels ont réagi et disent ne pas avoir réalisé la référence au gaz utilisé par les nazis et plaident donc la bonne foi. Ce à quoi la tweeto Smart répond pourquoi ne pas avoir mis Zyklone A à la place de Cyclone B. La réponse est simple, B c'est pour bio. En tout cas, c'est un très mauvais buzz mondial pour cette entreprise française. À noter que je n'ai relevé aucun tweet en français, tous les tweets sont en espagnol ou en anglais, donc aucun tweet francophone encore sur cette affaire. Pour ce bad buzz, pour utiliser un mot en français. Même un fail. Un fail. La revue du web ce matin également, c'est cette dernière tendance photo sur Internet. Oui, ça s'appelle le FacePic et c'est une impression qui nous est tous déjà arrivée. Voir un visage dans un objet ou dans un paysage, c'est devenu un compte Twitter participatif où les internautes peuvent poster donc leurs photos, donc vous allez mieux comprendre en images. Cette ceinture de sécurité bienveillante qui vous fait un grand sourire ou encore ce sac à main pas content du tout, limite effrayant, parfait pour Halloween. Ça s'appelle comment la tendance? Ça s'appelle le FacePic. FacePic, voilà, on trouve des visages un peu partout dans nos objets. Exactement, vous les prenez en photo et vous les postez sur ce compte
compte Twitter, il y a aussi cette barre chocolatée qui ne vous culpabilise, mais alors pas du tout, et vous fait un grand sourire quand vous la dévorez. Et puis alors pour les amateurs d'art, ce fameux tableau d'Edouard Munch, le cri réincarné dans une prise de courant. À vous de jouer. Voilà, vous pouvez les poster. C'est très créatif. @FacePix sur Twitter. FacePix. On termine par un jeu vidéo en ligne. Oui, original, très original, car très ennuyeux, autoproclamé le jeu le plus ennuyeux de l'histoire des jeux vidéo. Il est en ligne, c'est une initiative d'un DJ, il s'appelle DJ Man Club, et alors il voulait lancer son nouvel album, et donc il a mis en ligne aussi ce jeu fabuleux qui s'appelle Waiting in Line 3D, littéralement faire la queue en 3 dimensions. Le concept du jeu est ultra simple, il consiste à attendre encore et encore dans une file interminable, mais attention, il y a du suspense, votre énergie s'épuise, et donc pour vous réveiller, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de vous mettre vous-même des coups sur le visage, mais pas trop, sinon vous mourrez. Donc voilà, si aujourd'hui vous allez dans une administration quelque part, en Israël, en France ou ailleurs, vous pouvez vous entraîner avec ce jeu. Donc moi je vais commencer une petite partie, c'est pas que j'aime pas la chronique de Yoann. Vous allez vous endormir, quoi, c'est ce que Non, vous pas me du dites. tout, mais je vais tester le jeu là pendant la chronique de Yoann. Ça marche, restez avec nous, c'est une chronique qui va vous intéresser, on parle de course en escalier. Vous restez avec nous, merci beaucoup Rudy. Merci à vous. Nous sommes le mardi 3 décembre, voici les grands titres de l'actualité du jour. Bachar al-Assad a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'ONU avance l'existence de preuves qui indiquent une responsabilité au plus haut niveau du gouvernement, y compris donc celle du chef de l'État syrien. En Ukraine, le Premier ministre dénonce pour la première fois un coup d'État. Les milliers de manifestants bloquent désormais le siège du gouvernement à Kiev après la mairie. L'opposition appelle également à la grève générale pour forcer le pouvoir à la démission. En Israël, Benjamin Netanyahu est attaqué de tous les côtés pour sa ligne diplomatique et c'est au tour de son ministre des Finances de critiquer l'agressivité de son Premier ministre à l'égard des États-Unis sur le dossier iranien. Pour Yair Lapid, les Américains sont un bien stratégique pour Israël, un bien qu'il faut à tout prix conserver. Et puis la pression continue de monter ce matin dans les rues de Thaïlande. La première ministre excluant de démissionner dans l'immédiat et de céder ainsi à l'ultimatum donné à son gouvernement. Un ultimatum qui expire, je vous le rappelle, aujourd'hui. Enfin, on en a parlé, l'image du jour, la voici, c'est ce mini-drone élaboré par Amazon. Dans 4 ou 5 ans, cet engin pourrait en effet vous livrer vos livres et autres commandes faits sur le site en moins d'une demi-heure. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais ça ne l'est pas, a déclaré le fondateur d'Amazon.com. Et on parle à présent d'un nouveau phénomène en Israël. C'est une chaîne de télévision dite sociale qui vient de voir le jour, une chaîne qui entend donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais et à rétablir une certaine justice sociale. C'est un reportage signé Maël Belloniel. C'est dans la petite ville de Bat Yam, dans la périphérie de Tel Aviv, que se trouvent les studios d'une télévision pas comme les autres. Israel Social TV est une organisation non gouvernementale et se revendique être le seul média audiovisuel complètement indépendant et libre en Israël. Son créneau ? Promouvoir le changement social, les droits de l'homme, la justice sociale et l'égalité, ainsi que mobiliser ses téléspectateurs vers un certain militantisme. La principale différence entre la télévision sociale et une télévision d'État ou commerciale se situe plutôt au niveau de l'agenda que nous voulons insuffler. Notre agenda n'est pas le même que celui des autres télévisions. Nous nous concentrons ici sur d'autres choses, pas sur les menaces de l'Iran, ni sur ce que dit la Banque d'Israël ou ce qu'a dit Bibi Netanyahou. Car cela n'intéresse plus le téléspectateur. Les gens en ont marre d'écouter toujours la même chose, ils veulent savoir ce qu'il se passe vraiment. Créée en 2006 par cet informaticien de métier et militant de toujours, la télévision sociale israélienne bénéficie aujourd'hui d'un budget annuel d'1 million de shekels. Nous nous considérons tout d'abord comme une organisation pour les droits de l'homme et pour le changement social. Et la solution que nous avons pour lever des fonds est la même que pour d'autres associations. Nous nous tournons vers différentes fondations en leur expliquant pourquoi il est important d'avoir un média audiovisuel indépendant en Israël, étant donné qu'il n'existe pas de télévision publique. Il y a soit la télévision d'État, soit les chaînes commerciales. Nous insistons sur le fait que nous faisons avancer les droits de l'homme et que nous faisons entendre des voix que nous n'entendons pas sur les autres chaînes. Et c'est comme ça que nous parvenons à lever des fonds. Une dizaine de bénévoles ainsi que 8 employés militants travaillent à plein temps sur cette chaîne de télévision, diffusée principalement sur Internet.
Inbal Sinaï est l'une des 2 journalistes de terrain de la chaîne. Je vois mon travail ici comme la continuité de mon activité militante. Je ne pense pas que je pourrais faire ce travail sur une chaîne commerciale. Ici, je suis libre. Je bénéficie de tous les outils ainsi que du soutien nécessaire pour aller dans des endroits où les autres ne vont pas et ramener ce qu'il faut pour faire mon travail de journaliste engagé. Une édition spéciale hebdomadaire sous forme de journal ainsi que 2-3 nouveaux reportages sont postés chaque semaine sur le site internet, qui ne dénombre pas moins de 70 000 visites par mois. Prochain objectif pour Israel Social TV, transformer leur plateforme internet en véritable site d'information en ligne. Pour cela, une campagne visant à lever des fonds a récemment été lancée par cette télévision unique en son genre. Voilà, et on termine cette édition avec vous, Yohan Waki. Vous nous parlez tous les jours de tendance et de consommation. On va parler des deux ce matin. On commence par la tendance du jour. Vous me parlez de course à pied. Je vous parle exactement de course en escalier, plus précisément. Alors, on parlait de tendance de la course il y a quelques semaines même sur ce plateau, où j'avais évoqué le backrunning qui consiste à courir en arrière. Aujourd'hui, on va parler de course en escalier dans des tours. Ça se passe au centre Azrieli. Je vous laisse regarder ces quelques images, on en parle juste après. Vendredi 29 novembre a eu lieu à Tel Aviv la 11e édition de la course d'escalier des Tours Azrieli. Amateurs ou professionnels, une centaine d'athlètes israéliens et étrangers se sont donné rendez-vous sur la première marche pour s'apprêter à en monter 1144, soit l'équivalent de 54 étages sur les 3 tours. Les participants étaient fortement encouragés à commencer l'entraînement au minimum 8 semaines avant la course. Un entraînement alternant exercices d'aérobic et de stretching. À chaque fois que vous participez à une course comme celle-ci, vous menez un combat avec votre tête. À chaque fois, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous. J'espère que les gens vont abandonner l'ascenseur pour prendre les escaliers. C'est bien plus sain. Je recommande juste d'adopter un mode de vie plus actif. Que ce soit pour le goût du sport, le dépassement de soi ou encore pour nous encourager à privilégier les escaliers, les motivations sont nombreuses et les excuses pour ne pas pratiquer d'activités sportives de plus en plus difficiles à trouver. Et pour les plus motivés qui attendent déjà avec impatience l'édition 2014, ils pourront se rendre à New York où se déroule depuis plus de 30 ans la course d'escalier de l'Empire State Building qui, du haut de ses 320 mètres, met à votre disposition ses 86 étages. Moi, ça m'a essoufflé et fatigué rien que de le voir. Faites-nous rêver, Yohan. Vous y étiez vendredi? Je n'ai pas participé. Je suis désolé de vous décevoir, mais je ne peux pas monter 54 étages comme ça sans être essoufflé. À pied. Il faut savoir que c'est très très compliqué. C'est une discipline qui est très dure, et physiquement et mentalement, parce que vous montez des marches sans savoir où vous en êtes. Vous voyez pas la fin. C'est très compliqué. Ça requiert un vrai entraînement physique, notamment au niveau du cardio et de l'endurance. Et il faut savoir également que depuis 2009, il y a une Coupe du Monde de la course en escalier qui est organisée dans les grandes tours du monde. Et si le cœur vous en dit et vous le permet, Barbara, voilà, c'est ça, hein, je vous invite, si c'est possible. Voilà, si c'est possible. Je vous invite à commencer par la tour Taipei 101 à Taïwan, qui est la 5e tour la plus haute du monde, qui vous propose de monter ces 2046 marches pour 509 mètres de hauteur. 2646 marches 2046 marches. 2046 marches. Rudy, vous y allez? Non, moi je me serais arrêté au 2e étage, c'est là où il y a les restaurants à l'Azrieli Tower, donc je me serais posé là. Bon, voilà pour cet exercice particulier. On passe à autre chose avec un sujet moi qui m'intéresse beaucoup plus. On va parler de shopping et d'achat en ligne. On va parler de shopping et d'achat en ligne, Barbara, exactement, avec Pounce, une nouvelle application développée par une start-up israélienne qui consiste à simplifier le processus d'achat en ligne. En tout cas, simplifier le processus de check-out, c'est-à-dire le moment où vous avez choisi vos produits jusqu'au moment où vous payez effectivement sur le site. Je vous propose de regarder cette vidéo pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Kate, an absolute shopaholic who's always on the lookout for timely deals and offers. She loves browsing catalogs and weekly ads for her favorite items and then going online to shop for them. But the entire process of logging on, looking for the product, adding it to her cart, and entering all the credit card and shipping details is a pain in the neck. And typing all these details into her smartphone is even more of a hassle. Thankfully, Kate has Pounce.
Pounce is a mobile app that enables buying of products found in print ads in less than 30 seconds. So, now when she comes across a product image in a weekly ad or catalog, she simply points her smartphone's camera at it to buy. Donc en fait, avec Pounce, vous êtes redirigé vers le site marchand, c'est ça? Pas exactement. En fait, le principe est simple. Vous trouvez un produit dans un catalogue, un magazine ou même une publicité, le produit vous plaît, vous le prenez en photo avec votre application et via l'application, vous achetez votre produit sur le site internet. Donc ça ne vous revient pas plus cher, c'est vendu exactement au même prix que si vous l'achetez directement. Le vrai avantage, c'est que vous ne rentrez vos coordonnées bancaires et postales qu'une seule fois. Vous n'avez qu'un login et qu'un mot de passe à créer. C'est un peu comme Apple qui vous crée un identifiant et qui vous permet d'acheter régulièrement des chansons, des vidéos, sans avoir en quelques clics, en fait, en 30 secondes, nous dit Pounce. Voilà, Pounce, ça me plaît. Merci beaucoup, Johan, d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Rudy. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien.